Catherine Fruchon-Toussaint, bonsoir. Bonsoir. Alors, Tennessee Williams aurait eu 100 ans le 26 mars 2011. C'est de lui dont vous allez nous parler ce soir. Alors, vous êtes journaliste à Radio France Internationale et vous présentez avec Sophie Ekoué une émission littéraire qui s'appelle Littérature sans frontières. D'habitude, c'est vous qui êtes de l'autre côté. Hein, exactement. Voilà. Alors, vous publiez Tennessee Williams, théâtre, roman, mémoire, des textes que vous avez établis et que vous présentez, c'est dans la collection bouquins de chez Robert Laffont. Alors, Tennessee Williams, on peut dire, et vous le dites d'ailleurs, que c'est bien sûr un géant de la littérature, mais il est à la fois célèbre et méconnu. C'est vrai qu'on connaît ses œuvres, qui ont été adaptées par les plus grands réalisateurs. Bien sûr, on peut citer Une chatte sur un toit brûlant, on peut citer Un tramway nommé Désir, un peu moins peut-être La ménagerie de verre, alors que c'est peut-être le texte le plus autobiographique et qui rend le mieux compte de cette vie tourmentée que Tennessee Williams a vécue jusqu'à cette fin solitaire et étrange. Quand même en 1983, et vous allez nous en parler parce que sa fin est à la fois pleine de mystères. Alors justement, face à ce miroir, Catherine Fruchon, dites-nous votre passion pour Tennessee Williams, et bien évidemment en commençant par sa jeunesse, parce que presque tout y est dans son enfance. Effectivement, on peut dire qu'il naît d'une certaine façon sous le signe de la fracture familiale pour commencer, parce que quand il voit le jour le 26 mars 1911 à Columbus, dans cette petite ville du Mississippi des États-Unis, en fait, ses parents sont déjà un peu séparés. Alors, en 1909, ils ont eu un premier enfant, c'est Rose, la sœur aînée de Tennessee. Mais c'est vrai que Edwina, la mère, élève sa fille, puis Thomas, puisqu'il s'appelle Thomas Lanier Williams, avant de s'appeler Tennessee Williams, elle élève avec ses parents. Le grand-père est révérend. C'est très important parce que tous les dimanches, il est à l'église épiscopale. La grand-mère est artiste, elle apprend à jouer du violon à ses petits-enfants. Et finalement, dans cette famille qui n'est pas une vraie famille, Tennessee, Thomas grandit très heureux parce qu'il est à la campagne, parce qu'il adore sa sœur, parce que voilà, il se sent libre, c'est la nature. Jusqu'à 8 ans, pas plus. Exactement, parce qu'en 1918, son père finalement a un poste fixe à Saint-Louis, dans le Missouri. Donc là, il rapatrie toute la famille. Et là, c'est un choc, c'est la deuxième fracture. Il est obligé de quitter ses grands-parents chéris. Il est très timide, il va se renfermer sur lui-même. Et c'est l'écriture qui va devenir son univers de prédilection. Puis cette relation quasi fusionnelle, c'est vous qui en parlez avec sa sœur. Et c'est très important pour la suite, bien sûr. Oui, tous les deux sont très proches. C'est un peu comme des jumeaux. Ils ont un langage à eux. Ils sont toujours l'un avec l'autre. Et c'est vrai que déjà à Saint-Louis, ils vont être un peu séparés parce que Rose vit très très mal cette espèce de rupture avec l'enfance où d'un seul coup, ils sont au quotidien avec ce père qui les terrorise. Parce que voilà, il boit, il crie, il claque les portes. Et les deux enfants se referment sur eux-mêmes. Alors, il y a une autre rupture, c'est l'adolescence, la puberté, où cette fusion entre les deux va être brisée. Oui, parce que Rose, finalement, qui était une enfant très vive, très fantaisiste, va commencer à montrer des premiers signes de folie. Et peu à peu, on va se rendre compte qu'elle est sans doute schizophrène. La mère Edwina est horrifiée, donc finalement, elle l'éloigne, elle revient et puis elle finit par la mettre dans un institut, dans un asile en 1937. Et 6 ans plus tard, elle va prendre une décision fatale, c'est-à-dire qu'elle va demander au médecin de l'opérer et de pratiquer sur elle une lobotomie frontale qui là va lui enlever tout ce qui lui restait d'humain. Et ça va être le grand drame de Tennessee Williams. Oui, parce que vous le dites dans le livre, il a souvent menti, il a un peu menti sur les dates. En fait, il est partie prenante de cette décision. Alors, en tout cas, il culpabilise énormément parce qu'en 1937, quand sa sœur est internée, lui, il commence à vivre sa vie de jeune garçon. En plus, il commence à accepter son homosexualité. Il quitte le giron familial, il fait des études, il devient un homme. Donc, il se préoccupe un petit peu moins forcément de sa sœur et c'est normal, on ne peut pas l'en blâmer. Mais quand sa sœur est internée, d'un seul coup, remonte en lui la peur. En fait, dans la famille, il y avait eu déjà des cas de folie. Et il se dit, mon Dieu, si elle devient folle, peut-être que moi aussi ça va m'arriver. Et finalement, il ne va plus la voir. Il se détourne totalement du sort de sa sœur et pendant 3 ans et demi, il va prétendre voilà, que ça n'existe pas. Mais il y a aussi un fait qui est assez insensé, c'est que son père, alors Tennessee Williams a commencé ses études,
va le prendre et l'emmener dans son usine de chaussures. Oui. Il a été ouvrier pendant... Exactement, parce que quand Tennessee commence à faire ses études littéraires et de journalisme, ouais. voilà, au bout de la 3e année, il y a un examen, c'est la préparation militaire. Et Tennessee rate complètement cette préparation militaire, ce qui est une humiliation pour le père, parce que lui, c'est un ancien soldat, il a fait la guerre d'Espagne. Pour lui, c'est une telle honte qu'il décide de l'enlever de l'université. Il lui dit, puisque c'est comme ça, tu vas travailler dans l'usine à chaussures que je dirige. Et effectivement, pendant des mois, le pauvre Thomas va ranger des chaussures, va écrire des petits mots sur les boîtes parce qu'il continue à écrire des poèmes. Ça va durer une dizaine de mois. Mais il fait une dépression quand même. Il fait une dépression, il a une crise cardiaque, il est obligé de rentrer chez ses grands-parents, il est mourant, parce que Tennessee Williams, il est toujours mourant. Hein. Et donc, il fait cette dépression. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce qui s'est passé à l'usine de chaussures, en fait, c'est ce qui va l'aider à créer son premier chef-d'œuvre. Son premier succès, c'est La Ménagerie de verre, qui, comme vous le disiez tout à l'heure, est sa pièce la plus autobiographique, puisqu'il met en scène un garçon qui s'appelle Tom, comme lui, une sœur là qui s'appelle Laura et qui est boiteuse, et ça fait écho un peu au handicap mental de sa sœur, et une mère, mais absolument insupportable parce qu'elle est exubérante, elle est un peu machiavélique, qui s'appelle dans la pièce Amanda Wingfield. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à la fin de la première, Edwina est allée dans la loge de l'actrice, elle lui a dit « Oh, félicitations, c'est tellement bien ce que vous avez fait ». Et l'actrice lui dit « Alors, comment vous vous êtes trouvée ?» Et Amanda la regarde, elle lui dit « Comment ça, comment je me suis trouvée ?»« Mais c'est vous !» Et la mère n'avait pas voulu se reconnaître dans cette caricature. Alors le succès, parce qu'on connaît Tennessee Williams par le cinéma, mais c'est d'abord un fantastique auteur dramatique qui a eu 2 prix Pulitzer, qui a eu tous les prix possibles aux États-Unis. Mais de son vivant, c'était une légende vivante, effectivement. Il faut voir toutes les récompenses qu'il a eues, tous les honneurs qui lui ont été rendus. Il a été reçu à la Maison-Blanche. Le Times lui a consacré une en disant le plus grand écrivain américain de son temps. Et après, c'est une espèce de toboggan. Il est monté, et hop, après la deuxième partie de sa vie, c'est une espèce de chute sans fin. Alors, regardons-le monter. Il y a, bien sûr, emblématiquement, il y a un tramway nommé Désir et les débuts de ce Marlon Brando, 23 ans. Oh là là, ça c'est magnifique parce que Marlon Brando est inconnu. C'est Elia Kazan qui le repère. Mais comme justement c'est un acteur qui n'est pas assez célèbre pour la scène, pour New York, il l'envoie chez Tennessee Williams qui vit à Key West. Et le garçon arrive déjà avec plusieurs jours de retard parce qu'il a dépensé tout son argent en route. Et quand il arrive, Tennessee Williams a des problèmes de plomberie. Et Marlon Brando, tout simplement, lui débouche ses toilettes, lui remet l'électricité. Enfin, il y a une relation très simple qui se noue entre eux. Et il fait le casting, il fait la lecture de Stanley Kowalski dans Un tramway nommé Mes désirs. Et alors, Tennessee est ébloui. Et ce sera un acteur qui va jouer dans d'autres de ses pièces et d'autres des films adaptés. Alors, il faut savoir aussi que vous avez parlé de son homosexualité, mais qu'il ne s'est jamais reconnu ni déclaré comme écrivain homosexuel. Et d'ailleurs qu'avec les organisations gays américaines, elle a eu quelques problèmes parce qu'il aurait voulu qu'il traite l'homosexualité dans ses pièces, bien qu'elle est traitée d'une certaine manière. Elle existe, mais on va dire que les personnages homosexuels, ils sont en coulisses, dans le placard. C'est-à-dire que dans La Chatte sur un toit brûlant, Brick Polite, son meilleur ami, est mort et il était homosexuel. Donc l'homosexualité, elle est présente, mais elle n'est pas sur le front de la scène. Et Tennessee Williams était très clair là-dessus. Il ne voulait pas être le porte-parole d'un mouvement. Voilà. Lui, c'était le porte-parole des bohémiens, des malheureux, des victimes. Mais quant à l'homosexualité, il l'admet enfin publiquement en 1970, ce qui est très tard. Une émission de télévision. Voilà, dans le show de David Frost, mais il le fait de façon très détournée parce que le journaliste le harcèle. Alors, les garçons, alors, nanana. Et Tennessee Williams finit par dire bon, écoutez, on va dire que je ratisse large. Voilà. Alors, Baby Doll, vous en avez parlé parce que ça a été un scandale. Ce qui se passe, c'est que pendant le tournage, ils prennent une photo de Carroll Baker allongée dans un berceau avec le pouce dans la bouche. Et ça devient l'affiche du film. Et alors là, la religion, tous les représentants de l'Église mais sont scandalisés, mais ils sont totalement dépassés par le scandale. Et voilà. Et c'est, de toute façon, Tennessee Williams avec le cinéma, c'est à la fois une très belle histoire d'amour, mais c'est une histoire d'amour un peu ratée parce que la censure a toujours été là pour essayer d'aplanir un peu les sujets tabous qu'ils pouvaient aborder. Par exemple, dans Un tramway nommé Désir, ils ont été obligés de changer la fin. Elia Kazan, sous la pression, encore une fois, de l'Église, est obligé de changer les dernières répliques. Et alors que, normalement, après le viol de Blanche, Stanley Kowalski revient avec sa femme,
Et à la fin du film, sa femme lui dit non, pars. Il a été puni par la morale. Alors vous avez parlé tout à l'heure de ce toboggan et cette redescente. Alors la descente, il y a un moment, il y a eu un désamour. Lui-même a vécu des choses très difficiles dans sa vie privée et un désamour du public. Oui, alors c'est vrai qu'il y a une conjonction d'événements personnels et professionnels. Il se trouve que son grand amour, Franck Merlot, avec qui il a passé presque 14 ans, meurt d'un cancer en 1963. Et là, même si Tennessee l'avait déjà un peu quitté, il est effondré. Il passe son temps à alterner somnifères, amphétamines, plus alcool. Alors là, c'est un cocktail explosif. Donc il est peut-être moins performant. Et voilà, et petit à petit, alors qu'il continue à décrire et à produire énormément, il y a une désaffection du public, et puis ça devient un cercle vicieux, quoi. Plus il est malheureux, plus il boit, plus il boit, moins il est bon, et inversement. Alors, il se met à écrire ses mémoires, et alors là, il joue à cache-cache, hein, parce que ses mémoires, c'est difficile de s'y retrouver dans ses mémoires. Il joue surtout cache. Oui. En 1975, quand ses mémoires paraissent, là, il est vraiment au creux de la vague. Donc là, d'un seul coup, il se libère, il raconte les choses les plus intimes. On sait tout des positions, des amis, de ce qu'il fait. Et ça devient une espèce... Les gens sont très choqués parce qu'ils ont l'impression de lire des ragots. Et il parle très peu de son œuvre. Et alors, ça marche du feu de Dieu. Il va dans une librairie, il signe 800 exemplaires en un seul après-midi. Les gens adorent. Et puis lui, il est content de redevenir sur le devant de la scène. Alors, la fin, cette fin... étrange, cette mort qu'il avait presque pressentie, ou en tout cas dont il avait peur. C'était sa plus grande phobie, de mourir seul et par suffocation. Il l'avait évoqué à au moins 2 reprises dans une de ses nouvelles qui s'appelle Sucre d'orge, où le personnage s'étouffe littéralement avec un sucre d'orge. Et il l'avait évoqué aussi lors d'un entretien avec une journaliste. Il avait dit « j'ai peur de mourir étouffé ». Et effectivement, le 23 février 1983, il est à l'hôtel Élysée. Et toujours est-il que la femme de chambre, le matin, découvre son corps inanimé, avec plein de médicaments, des bouteilles de vin. Et on va dire qu'il s'est étouffé avec un bouchon de médicament. C'est quoi ce bouchon de médicament? C'est le petit bouchon qu'il y a sur les flacons de collyre. Donc vous voyez, c'est minuscule et on ne le retrouve pas coincé dans sa gorge, on le retrouve sur le bout de sa langue. Donc ça veut dire qu'il aurait pu respirer, même si c'était... Et même le supérieur du médecin légiste a publié un livre dans lequel il dit « tout ça est quand même très étrange ». Et alors le frère cadet d'Akin, lui, il monte au créneau, il dit « il a été assassiné, il a été étouffé ». Et effectivement, pendant des années, ça va être son credo. Il va même engager un détective privé. Et jusqu'en 1993, j'ai retrouvé une coupure de presse où les journalistes se demandent encore si Tennessee Williams n'aurait pas été assassiné. Mais alors assassiné par qui? Peut-être par son exécutrice testamentaire qui avait pris beaucoup de pouvoir dans sa vie. Donc même la mort de Tennessee Williams est peut-être un mystère. Romanesque et mystérieux. Alors on lira bien sûr Tennessee Williams, théâtre, roman, mémoire de vous, Catherine Fruchon-Toussaint. Merci beaucoup, c'est chez Robert Laffont. Merci à vous.